en 2016, ayant tout à fait compris que le candidat de l'opposition gagnerait les élections, mais qui ne pourrait jamais diriger, parce que la France-Afrique, un certain nombre de réalités internationales s'y opposeraient, en plus du PDG, le parti au pouvoir, j'ai donc choisi de me sacrifier en acceptant de rencontrer l'homme qui m'avait fait beaucoup de mal pendant 10 ans, parce que je suis un homme politique. Nous sommes sur une radio. Vous voulez parler de M. Ali Bongo? M. Ali Bongo, ministre de la Défense, est devenu président de la République par défaut à partir de 2009. Moi, je suis un réaliste. On est sur une radio ivoirienne. Vous avez vu comment Guillaume Soro est devenu le Premier ministre de Laurent Gbagbo. Pas seulement une radio ivoirienne, vous êtes aussi sur Afrique 2050. Afrique 2050, autant pour moi. Vous avez vu que Guillaume Soro, notre partenaire, là. Absolument. Guillaume Soro est passé du rebelle au Premier ministre de Laurent Gbagbo, au Premier ministre d'Alassane Ouattara et à l'opposant d'Alassane Ouattara. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Avant votre entrée au gouvernement et après votre sortie au gouvernement, donc de M. Ali Bongo Ondimba. Nous vous rappelons ce qui a changé aujourd'hui. Vous serez, comme la dernière fois, en direct sur Afrique, non seulement Afrique 2050, mais surtout sur Radio PDCI RDA depuis donc la Côte d'Ivoire. Alors, première question, M. Bruno Ben Moubamba. D'abord, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation, Dr Mouketchou. Je deviens un chroniqueur pratiquement de votre émission et c'est heureux. C'est mon premier métier, voyez-vous. Bien, merci pour votre présence. Alors, première question. J'aimerais savoir, pourquoi avez-vous maintenant 3 prénoms? Vos compatriotes gabonais s'interrogent sur l'ajout d'un prénom, je crois, russe, Valdimir, et d'un prénom égyptien, Imhotep. Bien, comme vous le savez, chaque fois qu'un acteur ou qu'une figure veut se redéfinir, vous aurez remarqué que cette personne change de nom. Lorsque le pape polonais Karol Wojtyła devient pape, il devient Jean-Paul II. Lorsque Joseph Ratzinger devient pape, il devient Benoît XVI. Et lorsque Albert Bongo prend le pouvoir, il s'appelle d'abord Albert Bernard Bongo. Et ensuite, il deviendra Omar Bongo. Et bien plus tard, Omar Bongo Ondimba. Pourquoi? Et là, je vais parler en métaphysicien, en philosophe métaphysicien. Chaque nom a une fréquence. Chaque nom a une énergie. Chaque nom est comme une formule mathématique qui a été prononcée dans les mystères, dans ce qu'on appelle en philosophie néo-platonicienne le monde des mystères. Donc, vous ne vous appelez pas Mouketchou par hasard. Vous ne vous appelez pas Obiang par hasard. Même si vous êtes plusieurs personnes à vous appeler Mouketchou, certaines sciences, notamment paranormales, démontrent à souhait que vous avez une fréquence en vous appelant tel ou tel. D'ailleurs, si l'on veut vous faire du mal, si on veut parler comme un Africain, qu'on veut faire du mal, eh bien, les incantations qui seront faites sur vous, eh bien, elles seront faites à partir du nom que vos parents vous ont donné. Donc, je conclus ce point en disant que, en fait, c'est en philosophe et en croyant que j'ai voulu redéfinir ce que je suis aujourd'hui.
J'ai été baptisé catholique en tant que Bruno, un prénom colonial, Bruno, qui est un saint français, une figure catholique. Et ensuite, j'ai eu besoin, comme Cassius Clay est devenu Mohamed Ali, de me redéfinir d'abord à partir de la racine égyptienne de mon identité, c'est-à-dire le fondateur, quelque part, de l'État égyptien s'appelait Imhotep, un architecte, un médecin, un philosophe, et je me reconnais parfaitement en lui. Pourquoi Vladimir maintenant? Eh bien, c'est parce que j'ai déchiré ce qu'on appelle la bulle papale Romanus Pontifex du 8 janvier 1454, bulle par laquelle le pape Nicolas V a décrété la soumission à la servitude perpétuelle des Noirs au nom de l'expansion de l'Empire néo-romain qu'on a appelé l'Occident. Donc, en tant que catholique, je portais ce manteau finalement de la malédiction sur moi et je le dis de manière très claire, je suis pour la liberté de religion. Mais en ce qui me concerne, ma liberté m'a poussé à dire, moi je ne suis plus catholique. Je reconnais avoir été baptisé comme catholique. Je reconnais que ma mère et mon père m'ont donné le prénom de Bruno, mais aujourd'hui je me redéfinis comme un orthodoxe parce que dans le christianisme, je considère que c'est l'orthodoxie qui est plus proche des croyances égyptiennes à travers les iconographies des tombeaux qu'on retrouve d'ailleurs dans les églises orthodoxes, les iconostases, toutes sortes d'icônes. Et moi, désormais, en tant que chrétien, je me vois plus, je me suis converti à l'orthodoxie et en me faisant orthodoxe, l'église orthodoxe russe a décidé de me donner un prénom, Vladimir. Non pas comme Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on croit, mais Vladimir comme Saint Vladimir, le fondateur de toutes les Russies, le premier roi de la Russie. Et probablement, c'est un clin d'œil pour le futur pharaon de toutes les nations bantoues en Afrique centrale. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je me vois très bien en bâtisseur d'un nouvel ordre théologico-politique en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, en Afrique bantoue. Voilà. Bien, merci Monsieur Bruno Benbobamba. Alors pour les auditrices et auditeurs qui me demandent de présenter Monsieur Bruno Benbobamba, alors notez tout simplement qu'il est né en janvier 1967 à Libreville au Gabon. Il est journaliste. Au quartier Sorbonne-Gare Routière, à l'hôpital général, mais au quartier Sorbonne-Gare Routière, quartier bien connu, oui. D'accord. Mais conçu à Lambaréné, D'accord, donc à Libreville au Gabon, et vous êtes journaliste, philosophe et politologue, donc franco-gabonais. Alors, vous êtes aussi un acteur social et défenseur des droits humains, comme je l'ai signalé au début de cette émission. À cet effet, vous avez été en effet porte-parole des acteurs libres de la société civile gabonaise. Vous avez écrit et envoyé une lettre à M. Omar Bongo dans laquelle vous lui avez demandé en décembre 2008 des comptes sur la gestion financière donc, du Gabon pendant ses 42 années de règne, de présidence, si vous voulez. Alors, s'agissant de votre parcours politique, hein, je voudrais signaler aux auditeurs et auditrices que vous êtes un homme politique engagé, mais quand même complexe. Hein, je ne cesse de le signaler un peu, oui, un peu. Quand même complexe, voilà. Pourquoi? Vous avez été deux fois, je crois, candidat à l'élection présidentielle gabonaise, le 30 août 2009 et le 27 août 2016. Vous êtes opposant radical jusqu'en, je crois, août 2016. Vous avez été nommé vice-premier ministre du président dictateur Ali Bongo Ondimba à la surprise générale en octobre, je crois, 2016. Ensuite, après une année d'exercice avec le lourd dossier, vous me permettez cette expression, le lourd dossier de l'habitat, des affaires sociales et de l'urbanisme, vous avez été poussé vers la porte de sortie hein, par le défunt Premier ministre Franck Emmanuel Izoz Ngondé. Izoz Ngondé, voilà. Ensuite, s'agissant de votre parcours universitaire, je voudrais juste signaler à nos auditrices et auditeurs, afin de vous resituer l'activité universitaire de M. Imhotep Vladimir Bruno Benbobamba, qu'il est titulaire d'un doctorat en philosophie que vous avez obtenu à je crois, à l'université de Reims. Hein. À Reims, c'est ça? Absolument, oui.
en France. Et vous avez aussi un deuxième doctorat en sciences politiques soutenu en 2012 à l'école des hautes études en sciences sociales. Oui. Le HESS, oui. C'est ça, à Paris. Et en 1987, vous avez obtenu votre baccalauréat série B, et c'est ces diplômes qui vous a permis donc d'entreprendre des études de philosophie et de communication à Bordeaux, en France. Vous êtes marié et père de 3 enfants. Alors, Monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben Mobamba, est-ce que cette présentation vous convient? Oui, absolument. Ma vie est beaucoup plus riche que cela, hein. J'ai vécu des choses absolument exceptionnelles déjà, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Mais vous avez bien résumé, absolument. Alors, nous allons essayer de commenter l'actualité sur Ali Bongo Ondimba et d'ailleurs. Alors, première question, s'agissant de l'actualité concernant M. Ali Bongo Ondimba, je voudrais parler de son discours à l'ONU qui a fait l'objet d'un tweet critique de son Excellence, M. Jean Ping. Est-ce que M. Bruno Ben Mobamba, c'est vraiment lui qui a lu le discours en visioconférence ou l'un de ses sosies, comme on le dit, comme beaucoup de personnes l'affirment, M. Bruno Ben Mobamba. Quelle est votre réaction au tweet de son Excellence, M. Jean Ping? D'abord, je félicite le président Jean Ping d'avoir critiqué la sortie inopportune du sosie d'Ali Bongo, puisque pour moi c'est un sosie, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Pardonnez-moi de vous couper la parole. Qu'est-ce qui vous le fait dire que c'est un sosie? C'est très simple. Pour tous les profilers, vous pouvez regarder une image d'Ali Bongo jusqu'en octobre 2018. Vous pouvez regarder tous les détails qui sont sur le visage du Ali Bongo historique, y compris les cicatrices, y compris le front, y compris les yeux, y compris la forme de la tête, la taille, la corpulence. Un double AVC ne justifie pas une telle perte de poids, une peau aussi lisse, une qualité quasi parfaite finalement du visage, alors que l'originalité du Ali Bongo historique était d'avoir un visage plutôt difforme, ce qui faisait aussi son charme en tant que despote, en tant que panthère. Vous savez, l'AVC ne change pas l'âme de quelqu'un. L'AVC ne change pas l'aura ou le charisme de quelqu'un. Or, on constate que la personne qu'on nous montre depuis 2 ans, cette personne a une aura de gentilhomme, de personnage quelque part souriant, gentleman, qui ne ferait pas du mal à une mouche. Ce n'est pas le charisme d'Ali Bongo, parce que le charisme, c'est neutre, hein, ce n'est ni bon ni mauvais. Le charisme est une émanation de la personne, c'est une énergie que vous dégagez, une chaleur, une froideur, une tiédeur. On ne retrouve pas ça dans la posture du Ali Bongo qu'on nous montre. Cet Ali Bongo ne ferait même pas peur à une mouche gabonaise. Alors que l'Ali Bongo que moi je connais, l'Ali Bongo que moi j'ai vu au Conseil des ministres et lors de plusieurs entretiens, ça ne peut pas être le Ali Bongo qu'on nous montre maintenant, y compris dans un discours vidéo diffusé quand même sur l'échelle planétaire à l'Organisation des Nations Unies. Occasion pour moi de rappeler que les Nations Unies ont été créées pour garantir l'égale souveraineté de toutes les nations. Or, si, comme je le crains, le Gabon est sous une gouvernance virtuelle et que 25 ou 20% de la décision n'appartient plus à notre souveraineté, il y a de quoi s'inquiéter. Qui dirige le Gabon? C'est ce que certains opposants ont l'habitude de poser comme question. Et c'est une bonne question. Les listes de réagir ou d'agir, je ne sais plus comment on les appelle, ont posé très justement cette question. Vous avez la réponse par rapport à cette question? Qui dirige le Gabon? Eh bien, des réalités supranationales, d'une part, et nationales d'autre part, mais le Gabon n'est plus souverain en ce moment. Il est dirigé depuis l'étranger par des États qui contrôlent notre pays à travers leurs services secrets, leurs services de renseignement, et le personnage qui joue le rôle d'Ali Bongo est une
personne qui, à mon humble avis, je suis le seul homme politique à le dire, porte un masque de silicone sur la tête. Ça ne peut pas être Ali Bongo. Vous savez que je suis fou, dit-on. Alors, souvent, les fous sont les prophètes de demain. Ce sont ceux qui ont deviné l'avenir avant tout le monde. C'est ceux-là qu'on traite de fous parce qu'eux, ils voient le futur avant tout le monde. Moi, je vous ai dit dès 2018 que Ali Bongo était un sosie, que son directeur de cabinet avait contrôlé tout ça avec la première dame Sylvia Bongo, avec le soutien du Maroc, d'une partie de la France-Afrique, de certains pays du Golfe arabo-persique. Tout ça est une entente et il y a des chefs d'État qui sont complices là-dedans parce que le Gabon, c'est un pays extrêmement riche, contrairement à ce qu'on dit. On dit nous sommes 2 millions d'habitants, mais vous n'avez aucune idée de l'importance stratégique du Gabon, de sa richesse minière, pétrolière, ressources naturelles, comment dire ça, tourisme vert et tout ce qu'on peut imaginer. Le Gabon bleu, on a parlé de Gabon bleu, on a parlé de Gabon vert. Les Gabonais ne se rendent pas compte qu'ils sont assis sur une mine d'or dont ils n'ont aucune idée. Et il est hors de question, pour certaines réalités, de laisser la souveraineté du Gabon s'exercer. Voilà pourquoi on fait tout en misant sur le côté un peu indolent des Gabonais. On dit on va encore faire comment? Alors on fait tout pour nous maintenir sous l'enclume, sous un masque colonial, néocolonial, une enclume, une cloche comme on fait dans le rite du Ndjobi, dans le sud-est du Gabon, un rite traditionnel où on sonne les cloches, on met des cloches sur les gens, on met des enclumes pour les empêcher de bouger. C'est ce qui se passe au Gabon. Nous sommes sous enclume à travers le Covid-19, la stratégie de lutte contre le Covid-19, les forces de sécurité, les inventions du pouvoir illégal et illégitime. Nous sommes maintenus sous cloche pour que la question du sosie d'Ali Bongo et de la vacance du pouvoir ne soit pas posée, ou même de la révolution populaire et pacifique. Bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre réaction sur le tweet de M. Jean-Ping par rapport à l'intervention de M. Ali Bongo à l'ONU? Écoutez, Jean-Ping a dirigé l'Assemblée générale des Nations unies, il sait de quoi il parle. Si vraiment le leader gabonais, tel qu'il est présenté, ne s'exprime pas dans les normes internationales, les normes de l'ONU, s'il ne participe pas au débat comme l'ont fait les autres chefs d'État, avec des interventions vidéo en direct, s'il envoie juste un film, qu'on ne retrouve d'ailleurs nulle part, hein, on le retrouve dans certains endroits, mais pas de manière officielle, y compris sur certains supports officiels de la République gabonaise. Mais on retrouve cette communication bizarrement datée du 22 septembre 2020 pour un événement qui a eu lieu le 24 avec les chefs d'État du monde entier. Donc Jean-Ping a tout à fait raison en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, en tant qu'ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies, pour dire mais on ridiculise le Gabon en faisant intervenir ce personnage dit Ali Bongo à un tel niveau international. Qui dirige le Gabon? Qui soutient cette forfaiture? C'est dans ce sens qu'il faut interpréter le tweet de M. Jean-Ping. Bien, merci M. Bruno Benboumamba. Alors, restons dans cette actualité internationale, africaine. Je voulais savoir quelle est votre réaction par rapport à cette double actualité en Afrique de l'Ouest. Premièrement, l'appel à la désobéissance civile qui a été lancé par le président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire qui est sous tension électorale d'une part, et d'autre part, M. Bruno Benboumamba, je voulais votre réaction par rapport à la désignation d'un président de transition au Mali quelques semaines après la destitution du président Ibeka. Concernant le Mali, je vais commencer par le dernier point. Vous savez donc qu'un ancien membre de la nomenclatura malienne a été nommé président de transition. Les militaires qui ont opéré ce putsch militaro-populaire il y a quelques semaines pour démettre M. Ibeka de la présidence ont donc plus ou moins cédé aux desiderata de la CEDEAO et de la France, voire de l'Union européenne, entre guillemets, de voir un président civil diriger la transition. Mais je vous fais remarquer que
le pouvoir militaro-populaire dirigé par M. Koïta, jusque-là, cet officier supérieur malien, a permis en fait de faire en sorte que le vice-président soit un membre de ce qu'on appelle entre guillemets la junte au pouvoir, ce qui signifie que la réalité du pouvoir sera toujours exercée par les jeunes soldats qui ont pris le pouvoir et chassé Ibeka. Le vice-président, dans certains cas, peut être plus puissant que le président de la République. On l'a vu lorsque Paul Kagame a pris le pouvoir après 1994 au Rwanda, il s'est d'abord fait désigner vice-président avant de devenir président de la République, si vous suivez la logique. Parfois, il est plus sage d'être en dessous et de contrôler les choses que d'être en dessus et de ne rien contrôler. Donc, moi, je crois que le processus lancé au Mali est toujours en cours, le processus de refonder la souveraineté du Mali, et c'est heureux. Maintenant, l'appel du président Bédié en Côte d'Ivoire en faveur de la désobéissance civile vient tout simplement confirmer. Il faut préciser ici, dans une Côte d'Ivoire sous tension électorale. Dans une Côte d'Ivoire où l'ancien président de l'Assemblée nationale et leader de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, a déclaré que les élections n'auront pas lieu. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Dans une Côte d'Ivoire où sur 40 candidats, seulement 4, je crois, ou 6, je ne sais plus, candidats ont été retenus par la Cour ou le Conseil constitutionnel, je ne sais plus trop comment on le qualifie. Dans une Côte d'Ivoire où il y a déjà eu des morts après des manifestations contestant le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Donc, l'appel à la désobéissance civile est un appel non violent. On ne peut pas condamner une personnalité qui appelle à la désobéissance civile pour les raisons qui sont les siennes. C'est-à-dire que la désobéissance civile vaut toujours mieux que la guerre, parce que la Côte d'Ivoire est au bord de la guerre à nouveau. Elle a connu la guerre en 2002, en 2000, en 2011, 2010, et elle a toujours vécu en tension, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réelle réconciliation. Donc, la désobéissance civile peut être un des moyens de faire évoluer la situation, encore que je crois de tout mon cœur que malheureusement, le président Ouattara ira jusqu'au bout. Et probablement, je suis au regret de le dire, je ne sais pas pour déplaire à vos auditeurs, il a la machine de l'État, il a les moyens de s'imposer. La vraie question, c'est que se passera-t-il s'il s'impose? Est-ce que cela nous conduira à un Mali bis? Parce que Ibeka, il est bien devenu président. Mais combien de temps a-t-il tenu? Donc ici, moi, j'appelle à nouveau à la sagesse. Il faut vraiment que les Ivoiriens se parlent. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient et priorisent l'intérêt supérieur de leur pays sur la guerre, sur le conflit permanent. Ça ne sert à rien. Maintenant, je suis conscient que la Côte d'Ivoire est un des plus grands pays dits france-africains et que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas aussi toute la décision par rapport à leur pays. Nous le savons, comme le Gabon a encore moins de décisions pour le moment, ce qui est en violation flagrante de la Charte des Nations Unies dont on célèbre les 75 ans aujourd'hui. Il y a des pays qui ne sont pas souverains, malheureusement, et la souveraineté devient un peu une plaisanterie. C'est la loi du plus fort qui change les règles quand il veut les changer. Oui, mais M. Moubamba, est-ce qu'on peut parler d'échec si on essaie de faire une comparaison avec ce qui se passe au Ghana? Le Ghana qui a des anciens présidents en vie, et la Côte d'Ivoire aussi qui a 2 anciens présidents. Je vais citer le président Henri Konan Bédié et puis M. Laurent Gbagbo, et celui qui est en exercice. Est-ce que le président Bédié, on peut dire que il n'arrive pas à imposer sa sagesse, par exemple, auprès de son ancien allié, M. Alassane Ouattara? Écoutez, il est clair, M. Mobutu, docteur Mobutu, qu'en Afrique subsaharienne, nous avons une crise de la démocratie. Nous avons passé à peu près 30 ans, de 1930 à 1960, dans des réalités très indigènes, où nous étions dominés par le colon, par l'occidental, et nos parents étaient des indigènes, et qui comme dans Tintin au Congo,
la bande dessinée de Hergé, le Belge, ben, nous montrait comme des hommes, des primates à peine évolués, pardonnez-moi de cette expression. Donc, on a promu d'abord des dirigeants qui avaient l'esprit indigène, même s'ils étaient intellectuels, comme Senghor, même s'ils étaient brillants, comme Houphouët-Boigny, mais toujours est-il qu'ils ne pouvaient pas faire un pas sans l'avis du général de Gaulle ou de la dirigeante de la 4e République en France. Ensuite, nous sommes maintenant arrivés à une période dite des indépendances, où nous sommes arrivés au bout de 30 ans, dans les années 90, à la fin d'une nouvelle génération, 60-1990, avec des gens qui ont mal compris la démocratie. Les gens pensent que quand les députés anglais se disputent à Londres, ils ne savent pas que c'est un théâtre, c'est un jeu. Ils n'ont aucune intention de sacrifier l'Empire britannique. Lorsqu'au Palais Bourbon, les députés s'insultent et font semblant de s'entretuer, c'est un jeu. Mais personne d'entre eux n'a l'intention de démanteler l'Hexagone ou le pouvoir de l'État monde, comme dit le président, ou l'État universel, l'État profond de la France. Maintenant, les Africains en Côte d'Ivoire ont malheureusement mal compris les choses, comme au Congo, comme au Gabon. Non, les gens pensent que la démocratie, c'est s'entretuer en vrai, alors que le théâtre de la politique fait en sorte que ce soit un jeu politique dans le but d'exercer des rapports de force pour que le plus intelligent, comme dans la course des spermatozoïdes, arrive à se loger dans l'ovule, c'est-à-dire au palais, afin de donner naissance à une nouvelle réalité, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne détruit jamais la matrice maternelle. Aucun spermatozoïde, aucun ovule ne décide de détruire la matrice, c'est-à-dire le système dans lequel il est logé, au nom de la démocratie conflictuelle. Nous avons imité, comme dans Tintin au Congo, les sapés comme jamais. On a fait les poupées décalées, on a fait plein de cultures, on a joué au blanc, hein. Mais en fait, nous ne savons pas utiliser la démocratie. Et c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Les gens ne comprennent pas que ça ne sert à rien de s'entretuer, parce qu'il faut préserver la matrice du pays, de la nation, de la Côte d'Ivoire. Donc le problème n'est ni Bédier, ni Ouattara, ni Gbagbo, ni Soro, ni Blé Goudé. Le problème, c'est l'incapacité des acteurs d'un pays de préserver la matrice de leur pays. Parce qu'il y en a un qui veut être sapé comme jamais, il veut faire le Tintin au Congo, il veut se faire bien voir. C'est encore une fois la culture de l'indigénat. Il faut affirmer la dimension bantoue de l'homme africain, c'est-à-dire son côté être humain, capable de discerner, de décider. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour savoir décider les choses pour son pays. Il suffit de comprendre que ça, c'est bon pour mon village, et ça n'est pas bon pour mon village. Après, on peut s'asseoir, on peut se parler, on peut se battre, mais à la fin, on préserve le village, on ne le brûle pas. Voilà pourquoi moi, je suis très attristé par ce que je vois et en Côte d'Ivoire, et au Gabon, et au Congo, et partout en Afrique subsaharienne. Cet esprit d'indigénat permanent qui ne comprend pas les données du débat, c'est-à-dire la préservation de sa propre matrice pour se protéger notamment des envahisseurs. Bien. Merci, Monsieur Bruno Ben Mobamba, pour toutes ces précisions concernant l'actualité ivoirienne, hein, très chaude, sous tension. J'espère qu'il n'y aura pas de violence, il n'y aura plus de morts, hein, Monsieur Bruno Ben Mobamba. Est-ce que vous craignez quand même, vous avez peur de cette élection? Est-ce qu'elle sera maintenue ou reportée? J'ignore si je n'ai pas une boule de cristal, docteur Monketou, pour savoir si l'élection sera reportée. Vous avez rencontré déjà le président Alassane Ouattara? J'aurai l'occasion de revenir dans les secrets de l'Alliance sur cette rencontre, oui. Avant de revenir dans les secrets de l'Alliance… On ne vous entend plus, docteur. Je voudrais savoir puisque vous avez été Premier ministre, voilà, du Gabon. Pas vice-président, s'il vous plaît. Comment? Pas vice-président, mais vice-premier ministre. Non, je parle bien de vice-premier ministre. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la sagesse pourrait sortir du côté du président Alassane Ouattara en 30 secondes?
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara a rencontré le président français Emmanuel Macron et je ne crois pas qu'il soit allé dans le sens de ce qui lui était proposé. Donc, je crois que le pouvoir est une drogue, vous savez. Il faut être particulièrement fort dans son âme et dans son cœur pour y renoncer. C'est l'anneau du pouvoir. Vous avez certainement lu le livre Le Seigneur des Anneaux, hein, de Tolkien, ou le film Le Seigneur des Anneaux, où on voit que celui qui porte l'anneau ou doit l'anneau du pouvoir, eh bien, il est possédé par les forces qui se dégagent de cet anneau et c'est très difficile de s'en débarrasser. Bien. Bien, merci, M. Bruno Ben Moubamba. Alors, M. Ben Moubamba, voilà, M. Ben Moubamba, c'est maintenant comme ça qu'il faut vous appeler, ou bien tout simplement M. Imhotep, hein, Imhotep Valdimir Ben Moubamba. Voilà. Vous savez ce que veut dire Imhotep? Imhotep signifie dans l'égyptien ancien celui qui vient en paix. Celui qui vient en paix, mais vous avez plus parlé du mysticisme, hein, où donc vous cachez par rapport à ces deux prénoms. Je ne sais pas qui vous poursuit sur le plan mystique. Non, nous avons déverrouillé les formules négatives qui ont infesté par un certain nombre d'incantations le nom Bruno Ben Moubamba. Nous avons brisé les sorts de Billy Bizet et autres acteurs gabonais. D'accord, bien. Merci, M. Bruno Ben Moubamba. Nous allons parler maintenant de cette alliance objective entre Ali Bongo et M. Ben Moubamba, dernière partie. Alors, je voulais préciser à nos auditrices et auditeurs que de 2008 à 2016, on va, comment dirais-je, il y a eu, si vous voulez, une certaine politique agressive de M. Ali Bongo Ondimba quand il était ministre de la Défense et président dictateur. Donc, et on découvre que vous avez fait une alliance, M. Bruno Ben Moubamba, avec ce monsieur qu'on appelle donc M. Ali Bongo Ondimba, sans langue de bois. En quoi constituait cette alliance objective? Est-elle politique, financière ou stratégique, vous me permettez aussi, ou opportuniste, tout simplement, M. Bruno Ben Moubamba? Non, ce n'est pas une alliance opportuniste, financière. Ce n'est même pas une alliance politique. C'est une alliance opportuniste? Non, c'est une alliance sacrificielle. Je m'explique. Sacrificielle, pourquoi? Vous savez, moi, je suis entré en politique sous le signe du sacrifice. Un peu, vous savez que un de mes surnoms, c'est l'agneau de Moabi, mon village ancestral. L'agneau qui se sacrifie pour le bien des uns et des autres. C'est une image qui me caractérise. Lorsque j'ai fait ma première campagne de 2009, ma campagne a consisté à aller se sacrifier devant l'Assemblée nationale par la grève de la faim, qui est devenue ma signature politique. Elle a été raillée, moquée, mais moi, I know who I am, comme on dit en anglais, je sais ce que je suis, je ne suis pas impressionné par les critiques. Et je me suis sacrifié pendant 2 semaines pour éviter le pire au Gabon, et on a presque évité le pire en 2009. Ensuite, en 2016, ayant tout à fait compris que le candidat de l'opposition gagnerait les élections, mais qui ne pourrait jamais diriger, parce que la France-Afrique, un certain nombre de réalités internationales s'y opposeraient, en plus du PDG, le parti au pouvoir, j'ai donc choisi de me sacrifier en acceptant de rencontrer l'homme qui m'avait fait beaucoup de mal pendant 10 ans. Parce que je suis un homme politique. Nous sommes sur une radio. Vous voulez parler de M. Ali Bongo? M. Ali Bongo, ministre de la Défense, est devenu président de la République par défaut, à partir de 2009. Moi, je suis un réaliste. On est sur une radio ivoirienne. Vous avez vu comment Guillaume Soro est devenu le Premier ministre de Laurent Gbagbo. Pas seulement une radio ivoirienne, vous êtes aussi sur Afrique 2050. Afrique 2050, autant pour moi. Vous avez vu que Guillaume Soro... notre partenaire. Absolument. Guillaume Soro est passé du rebelle au Premier ministre de Laurent Gbagbo, au Premier ministre d'Alassane Ouattara et à l'opposant d'Alassane Ouattara. Donc, tout ça pour vous dire que
Il n'empêche pas que, malgré toutes ces postures, les Ivoiriens ont compris que ça fait partie de la règle politique. Il a fait ce qu'il a jugé utile pour arriver au niveau où il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en capacité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en capacité de diriger la Côte d'Ivoire. La seule différence entre moi et Guillaume Soro, c'est que moi, je ne suis pas un rebelle. Moi, je n'ai pas pris les armes pour aller attaquer Ali Bongo. Je n'ai pas formé une rébellion et je ne me suis pas allié avec des gens ou avec la France-Afrique pour mettre le feu. J'aurais pu le faire. Tout le monde peut le faire. Celui qui veut se battre, qui veut mettre le désordre, il peut mettre le désordre s'il accepte de se vendre ou de vendre son âme au diable, entre guillemets. Mais moi, j'ai jugé que je comprenais cette stratégie de Guillaume Soro qui consistait en fait à procéder à une mutation permanente en politique. Donc, j'ai rencontré Ali Bongo pour la deuxième fois en 2016 et là, nous avons conclu une alliance objective, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas du tout, mais nous allons travailler ensemble. À partir du moment où moi je comprends que Ali Bongo va tuer les gens, il va s'imposer par la force et que personne ne pourra l'en empêcher au plan international, je préviens les diplomates que je considérerai, si Jean Ping n'arrive pas à changer l'ordre établi, je considérerai Ali Bongo comme un président de transition et je n'hésiterai pas à le soutenir pour des raisons stratégiques. Voilà pourquoi je suis entré au gouvernement avec cette alliance qui était une alliance de non-agression. Ali Bongo ayant fait ce qu'il a fait, il avait besoin d'un sang pur, si je puis m'exprimer ainsi, pour légitimer son passage en force. Et moi, ayant été brimé par mon parti, c'est-à-dire l'UPG, ayant été chassé comme un malpropre, privé de toute marge de manœuvre politique, et étant une voix qui pouvait participer… Chassé comme un malpropre par qui? Chassé comme un malpropre par les héritiers du président Pierre Mamboundou. J'étais venu au sein, un certain Mathieu Mouba Ndiengui et d'autres, les loyalistes, Moukani Ouangou et bien d'autres, qui n'ont pas voulu de celui qui venait en paix, Imhotep, pour dire cette machine ne doit pas être cassée. Mais parce que vous vouliez faire un coup d'État. Un coup d'État, mais voyons, non, vous savez, si l'UPG avait été en forme en 2016, l'UPG aurait gagné les présidentielles. Ça, je vous le dis. Et nos adversaires le savaient. Voilà pourquoi à gauche et à droite… Avec qui comme candidat? Ça aurait pu être la modeste personne qui vous parle, et peut-être Moukani Ouangou. Pourquoi pas un Moulomba Richard revenu en bonne grâce? La politique, ce n'est pas le petit cœur. La politique, ce n'est pas les émotions. Il n'y a qu'au Gabon, chez les Bantous du Gabon, qu'on considère que la politique, c'est une affaire d'émotions, de petit cœur, de tu m'as fait ça, tu m'as tapé, tu es vilain, tu n'es pas beau, tu es méchant, tu as ceci, voilà ton dossier, voilà ton document. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, ça ne se fait pas avec le cœur, ça ne se fait pas avec des états d'âme. Pierre Mamboundou disait, pour faire la politique, il faut avoir un estomac en béton et des nerfs en acier. Si vous n'avez pas un estomac en béton et des nerfs en acier, vous ne pouvez pas faire la politique. Parce que c'est un domaine de violence pure. Donc, je conclue en disant que l'Alliance Objective avait pour but, en fait, de calmer la situation en 2016, de se relancer dans le débat politique, d'essayer de piloter les choses de l'intérieur. En tout cas, je conclus, dans mon esprit, je savais que c'était un rendez-vous mortel avec Ali Bongo. Je savais que, certes, Ali Bongo allait s'engager à ne jamais me toucher, mais il ferait tout pour me détruire. Et moi, je suis aussi entré au gouvernement comme un cow-boy, c'est-à-dire prêt à ouvrir le feu, d'une manière ou d'une autre. Bien. Alors, monsieur Moubamba, Ali Bongo n'a jamais respecté sa parole avec les hommes politiques, voire les membres de sa famille, la famille Bongo. Alors, comment cette alliance objective était-elle sérieuse ou c'était un pur jeu de dupes? C'est une très bonne question, docteur Mouketou. Je vous l'ai dit, nous sommes en politique. Vous voulez dire que c'est un jeu de dupes? Non, ce n'est ni un jeu de dupes, ni de la naïveté. C'est au contraire de la rationalité, du réalisme pur. Je savais qu'Ali Bongo allait s'imposer par la force et que personne n'allait l'arrêter.
Mais je savais aussi que je ne pouvais pas entrer dans un gouvernement pour faire comme tout le monde, avoir des grumiers, avoir des forêts, avoir des immeubles, gagner de l'argent, vendre les terrains du pays parce que, et là je vais vous dire un premier secret, Ali Bongo, lorsqu'il m'a nommé, lorsqu'il a voulu me nommer, m'a fait convoquer par Issou Senghondé, le premier ministre défunt, qu'il repose en paix. Il m'a dit, voilà, Ali Bongo, voilà la situation dans le pays qui est extrêmement brutale. Nous voulons faire un gouvernement d'ouverture. On sait que vous avez fait beaucoup de social, la société civile et tout, machin. On vous propose donc le poste de vice-premier ministre en charge de l'habitat, des affaires foncières et de l'urbanisme. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on vous donne le pouvoir sur le pays. Parce que lorsque vous contrôlez les terres, vous contrôlez le pays. Mais si vous contrôlez les terres et que vous vous amusez à les vendre, à recevoir des rétrocommissions, à les dealer à des étrangers, à avoir des dessous de table, non seulement vous trahissez votre pays, mais vous vous trahissez vous-même parce que vous êtes en train de vendre votre terre. Tel était le premier piège d'Ali Bongo lorsqu'il m'a confié les affaires foncières. Il m'a considéré comme un bandit. Les bandits au Gabon, ça veut dire les mouches. Il m'a dit, voilà le pot de confiture. Maintenant, tu peux manger dedans. Tu as besoin de manger dedans. Et j'ai compris cela lorsque Liban Suleiman, le coordinateur du plan stratégique Gabon émergent, m'a dit, mais Bruno, mais tu as un trésor dans les mains. Il faut faire de l'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'on te donne un gâteau, tu dois te servir dedans. Après, tu nous donnes notre part. Et moi, j'ai regardé Liban Suleiman, j'ai dit, mais vous me prenez pour qui? Vous pensez que moi, je suis venu dans ce système pour faire comme tous les autres qui, la première chose qu'ils ont faite en entrant à l'habitat, aux affaires foncières, c'est de s'accorder des centaines d'hectares pour eux-mêmes. Et ils les ont encore aujourd'hui pour certains. Je ne vais pas les citer. Je peux vous dire que je suis le seul chargé de l'habitat, des affaires foncières et de l'urbanisme qui est sorti de là sans même 1 mètre carré de terrain, sans même mettre en pareil de maison. En cela, je dis que Ali Bongo a déjà voulu trahir l'alliance lui-même dès le départ en me confiant un poste. Sur le plan financier? L'accord, l'alliance sur le budget de votre ministère. L'alliance objective n'a pas été financière, elle a été, Ali Bongo ne m'a pas donné de l'argent, il m'a donné une fonction forte. Et Liban Suleiman m'a proposé de me servir, c'est-à-dire de vendre les terres. Et moi, j'ai refusé de vendre les terres. Pour les auditeurs non gabonais. Liban Suleiman était donc très proche d'Ali Bongo, coordinateur du plan stratégique Gabon émergent. Et donc, je travaillais beaucoup avec lui puisque le bureau du plan stratégique Gabon émergent était au cœur de cette politique. Si vous avez la zone économique de Nkok, tout ça, ça vient de ce plan stratégique Gabon émergent et de ce coordinateur. Donc, je peux vous dire que dès le départ de l'Alliance objective, l'idée était pipée, mais Ali Bongo le savait et moi, je le savais aussi. Donc, c'était une sorte de rapport de cow-boy à cow-boy prêt à ouvrir le feu. L'un sur l'autre, c'est celui qui allait tirer le premier, dégainer le plus rapidement ou esquiver la balle. Voilà ce qui s'est passé. Et le premier piège, c'est on te donne l'habitat, on te donne les affaires foncières, on te donne l'urbanisme, sers-toi. Voilà ce qu'a été l'Alliance objective dès le départ. Ce n'était pas un jeu de dupes, c'était finalement un défi lancé par Ali Bongo à Ben Moubamba et un défi lancé à Ali Bongo par Ben Moubamba. Bien. Après votre sortie du gouvernement, je crois en 2017, finalement, M. Bruno Ben Moubamba, qui a trahi cette alliance? C'est Ali Bongo. Vous êtes sûr? Et je vais vous raconter comment il a particulièrement trahi cette alliance. Ali Bongo savait qu'il s'était engagé à une sorte d'alliance de non-agression. Il n'avait pas le droit de me trahir et moi, je n'avais pas le droit de le trahir. Qui serait le premier à trahir? Eh bien, Ali Bongo ne pouvait pas faire les choses directement. Donc, le deuxième grand piège qu'il a fait dans la trahison de l'Alliance objective, vous vous en souvenez, en 2017, jeu de la francophonie, il m'envoie le représenter
à Abidjan, au jeu de la francophonie, et porteur d'un message à son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Ali Bongo, un homme très intelligent, contrairement à ce que vous pensez, extrêmement intelligent. Intelligent comme une panthère, et pas du tout comme vous l'avez parfois décrit dans certains cercles. Il m'envoie donc porteur d'un message, sachant que lors de l'élection de 2010-2011 dans l'affaire Gbagbo-Ouattara, moi j'avais pris position en tant qu'intellectuel pour Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, la première chose, sans trahir de secret d'État, ça n'en est pas un, je peux le dire. La première chose qu'Alassane Ouattara me dit lorsqu'il me rencontre au palais, il me dit « mais je suis particulièrement heureux que le président Ali Bongo vous ait envoyé vous ». Donc, il était particulièrement informé de la position dure que j'ai prise en tant qu'intellectuel en 2010-2011. Et c'était déjà un mini-piège, mais le président Ouattara, qui est un grand homme d'État, n'en a pas fait cas. Il me considérait comme son fils. Il a juste fait cette remarque diplomatique et j'ai tout à fait compris. On est passé à autre chose. Mais le grand piège qu'Ali Bongo m'a fait pour trahir l'alliance objective, il profitera donc de ma présence à Abidjan pour m'appeler et me dire là encore, ce n'est pas de l'ordre du secret d'État, donc moi je peux le dire. Il me dit écoute, tu dois appeler Issozé Ngondé pour lui intimer l'ordre de faire ceci ou cela en direction de telle personnalité ou telle personnalité. Je me pose la question, mais pourquoi Ali Bongo me demande de faire ça? Ceci dit, je suis très obéissant. Je prends mon téléphone, j'appelle donc le Premier ministre Issozé Ngondé pour lui dire, écoutez, le président dit que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Non seulement Ali Bongo m'envoie le représenter à Abidjan, mais en plus, il me demande, lui qui a le téléphone d'Issozé Ngondé, de l'appeler pour lui intimer un ordre de faire ceci ou faire cela. Le piège était prêt, puisque le ministre Billy Bizet, très pro-pouvoir, était présent lui-même à Abidjan, très en colère de me voir là. Mais vous savez, la réponse d'Issozé Ngondé, ça a été donc de réveiller le Mogabo. Donc Ali Bongo, en fait, me désignait indirectement par cet appel comme cible à abattre. C'était une manière pour lui de dire, vous voyez, si vous ne faites rien contre lui, je vais lui donner le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne l'attaquez pas, je vais lui donner le pouvoir. Et c'est ainsi que vous avez assisté à cette conférence, ces deux conférences ahurissantes à l'hôtel Koumé Palace de Libreville, où tous les éléments du Mogabo… On est en face d'un jeu de dupes. Hein? On n'est pas en face d'un jeu de dupes, on est en face d'un jeu politique machiavélique, malsain, dont l'objectif est de tuer quelqu'un. Là, je le dis avec le sourire, mais sachez que moi, Mugamba, j'ai été condamné à mort par ce jeu de pouvoir dont l'objectif était de m'abattre par tous les moyens. Ça, c'est une trahison de l'alliance objective. Ensuite, j'attends votre prochaine question pour vous raconter une autre anecdote de la manière dont Ali Bongo a trahi cette alliance objective. Est-ce que vous voulez que j'en parle maintenant? J'ai prévu plusieurs questions, mais est-ce que c'est vraiment pas un jeu de dupes, hein? Vous étiez en train de vous moquer en fait du peuple là? Non, docteur Moketou, moi je suis entré au gouvernement pour servir le peuple, pour défendre les intérêts du peuple. Et servir le peuple? Absolument. C'est vrai, monsieur Mubamba? Absolument, vous savez, ce n'est pas le peuple. Dans aucun pays. C'est quoi servir le peuple? Premièrement, docteur Moketou, vous devez savoir que… Le Gabonais qualifie d'imposteur. Mais vous devez savoir que dans aucun pays, le peuple ne fait la stratégie. Vous ne pouvez pas me citer un pays où il y a un peuple qui a fait la stratégie, qui avait pour objectif de libérer un pays. La stratégie est toujours faite par des élites. Elle est toujours faite par des lumières, comme vous aimez le dire, par une forme d'oligarchie ou d'aristocratie, et le peuple suit. Le peuple est trop nombreux pour faire la stratégie, il y a des nuances au sein du peuple, donc il appartient aux leaders et aux intellectuels et à ceux qui veulent exercer un rôle de guide pour la nation de concevoir la stratégie. Si vous voulez concevoir la stratégie dans les bars ou bien dans la rue, eh bien, vous n'arrivez à rien parce que la masse populaire est neutre. Ce qui dirige un corps, c'est la tête. Pour certains, ce sont les fesses, hein, pardonnez-moi l'expression. Mais en général,
Ce qui dirige un corps, c'est la tête. Et donc, quand on considère qu'on fait partie de la tête, on doit se concevoir soi-même comme un concepteur, comme un cerveau. Et c'est dans ce sens que je vous dis que ce n'était pas un jeu de dupes. Ali Bongo, je n'ai jamais, comme certains hommes politiques, sous-estimé son intelligence. Et lui, n'a sous-estimé la mienne. C'était une guerre larvée au sein du pouvoir. En fait, la guerre que nous avions à l'extérieur, de loin, elle s'est téléportée, si je puis m'exprimer ainsi, au sein du gouvernement. C'est-à-dire que moi, je suis comme un enfant, entre guillemets, qui est entré dans la tanière d'un lion ou d'une panthère. Est-ce que vous mesurez le degré de courage ou de folie qu'il faut pour poser un tel acte? En tout cas, il faut une certaine dose de courage. Alors, parce que quand vous entrez au sein d'un conseil des ministres où 99% de gens au sein de ce conseil veulent vous voir mort, eh bien, il vous faut une certaine dose de courage. Et je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je ne suis pas entré au gouvernement comme ceux qui sont actuellement, qui se disent opposants. Rinaldi disparaît, ils ne disent rien. Un enfant, bébé enlevé dans le nord du pays. On casse le pays, le Covid-19, on détruit les emplois. Personne parmi ces opposants ne dit rien. Mais moi, quand j'étais au gouvernement, il vous rappellera que c'est moi qui fixais le tempo au sein du gouvernement, à tel point que tous les PDG étaient vent debout contre moi. Vous avez vu ma sortie à l'Assemblée nationale, vous avez vu mes interventions sur la dette, sur les emprunts au FMI. Aujourd'hui, tous les événements me donnent raison, même s'il y a quelques économistes d'opérette qui pensent avoir inventé cette contestation de l'hyper-endettement. Cette alliance, M. Bruno Ben Moubamba, M. Ben Moubamba, voilà, est-elle définitivement morte? Bien sûr, cette alliance est définitivement morte. Vous êtes sûr ou bien vous êtes encore dans un jeu de dupes pour rouler le peuple, quoi? Et demain, vous allez vous retrouver avec ce que vous qualifiez le mort-vivant. Vous savez, je ne sais pas ce que vous appelez le peuple, hein, mais pour moi, je vais vous choquer. Hein. Le peuple, écoutez-moi. Dans votre pays, le peuple souverain n'existe pas. Pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait de la concorde, il faut qu'il y ait de l'ordre. En philosophie, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la concorde, il faut qu'il y ait un rêve commun. Le peuple gabonais n'existe pas. Pas encore. C'est un peuple. Le peuple gabonais n'existe pas. Pas encore. Pas encore. Le Gabon est constitué de différentes petites nations ethniques, claniques, rassemblées autour du bassin de l'Ogooué, mais l'identité nationale gabonaise doit être redéfinie par des gens qui sont inspirés et cette redéfinition doit être partagée par l'ensemble de la communauté nationale. Pour l'instant, le peuple gabonais est une utopie philosophique et politique et on le voit très bien dans les élections parce que le vote est sociologique, il est communautaire, il est clanique, il est basé sur des calculs claniques. Donc, il faut réinventer la nation bantou. En 2016, vous avez vu par exemple le président Jean Ping qui revient d'une petite ethnie. Il a été élu par ce qu'on appelle les grandes ethnies, presque toutes les ethnies du Gabon. Je vous prends à votre propre mot. Vous dites les grandes ethnies. Vous ne parlez pas du peuple gabonais. Vous parlez d'une stratégie clanique. Vous savez, monsieur Bruno Ben Moubamba, aux États-Unis, les populations de Californie, ils sont fiers d'être de la Californie. Hein. Vous avez en France, Chirac se définissait comme étant je ne veux pas. François Hollande, il le fait aussi. Je ne veux pas insulter votre intelligence. Vous êtes très brillant. Vous savez très bien de quoi nous parlons. Vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer. Les gens se définissent par rapport à leurs ethnies, mais il y a laissez-moi vous dire que la Californie n'est pas une ethnie. Aux États-Unis, qui dirige? Mais les gens se définissent par rapport à leur ethnie. Mais quelle ethnie? Aux États-Unis, il n'y a pas d'ethnie. À la nation. Aux États-Unis, il n'y a pas d'ethnie. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le WASP. C'est vrai qu'aux États-unis, il n'y a pas d'ethnie, mais vous avez par exemple les habitants… Ce n'est pas le sujet de notre émission, donc on ne va pas
D'accord, ce n'est pas le sujet de notre émission, mais le sujet de notre émission, c'est l'alliance objective. Que l'élection n'est pas forcément clanique au Gabon. Nous avons une élection nationale, c'est plutôt les acteurs politiques qui ne veulent pas, ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas respecter, si vous voulez, donc le choix exprimé par le peuple. L'élection de 2016, pardonnez-moi, n'a pas changé la doctrine politique d'Omar Bongo. Quelle est la doctrine politique d'Omar Bongo? C'est la géopolitique. C'est ça la doctrine politique du PDG d'Omar Bongo. Donc la géopolitique est une doctrine ethnique, clanique, visant à exclure certains clans du pouvoir et à se partager le pouvoir au milieu d'un certain nombre de clans. Et c'est une donnée, ça s'appelle la doctrine politique d'Omar Bongo. D'accord, très bien. Le progressisme démocratique et concerté, c'est cela. D'accord. On va essayer d'avancer. Alors, M. Bruno Ben Moubamba, comment voyez-vous votre avenir politique? Écoutez, combien de minutes nous reste-t-il encore, Dr Mouketou? Oh, mais je vous en prie, comment voyez-vous votre avenir politique? Avant de répondre à cet avenir, à cette question sur mon avenir politique, qui n'a d'ailleurs pas d'importance, mon avenir n'a aucune importance, je vais quand même y répondre. Mais avant tout, je veux aussi vous citer, par rapport à cet avenir politique, un autre événement qui s'est passé dans l'Alliance objective. Ali Bongo va donc faire un pacte anti-Moubamba avec l'opposition contrôlée et le PDG à l'occasion de ce qu'on va appeler les accords, le dialogue politique d'Angondje de 2017. Premièrement, je vais être exclu quasiment de ce dialogue. Mais non, vous n'avez pas été exclu, votre parti était représenté, vous aviez des représentants à ce dialogue, M. Moubamba. J'ai été un des premiers à appeler au dialogue. Que m'a dit donc le Premier ministre Issou Nzengode? Il m'a dit, vous avez trop de travail à l'habitat, au ministère, on a besoin de votre dialogue. Allez travailler, ne venez pas au dialogue. Donc, je n'y suis pratiquement jamais allé. Mais vous étiez représenté. Oui, mais Maganga Moussavou, Ndemezo, les autres grands leaders de ce moment-là étaient présents dans les discussions fondamentales. Mais vous aviez, est-ce que bien sûr, est-ce que vous pourriez répondre à ma question? Est-ce que vous étiez représenté? Mais bien entendu. Je ne vous parle pas de ça. Par qui? Mais par un acteur de mon parti, la CR. Quel acteur, puisque nous sommes à l'heure des vérités? Je ne suis pas là pour faire la ce que vous appelez le monde bantou. Quel acteur, M. Bruno Ben Moubamba? Je ne suis pas là pour faire la publicité de X ou de Y. Nous avions plusieurs représentants à ce dialogue, plusieurs membres du parti. Mais ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est la question de l'alliance objective au sein de ce dialogue. Premièrement, le vice-premier ministre est écarté. Il a des représentants. On s'entend avec Maganga Moussabou, Ndemezo, Ndao, qui dirige le Conseil national de la démocratie. On s'entend aussi avec la plupart des acteurs du dialogue. Et là, on monte un piège qu'il faut vraiment dire aux Gabonais. Ne m'interrompez pas parce que c'est là qu'est l'autre trahison. Qu'est-ce qui se passe? Ils font un plan pour dire Moubamba est un homme tellement fier de lui que voilà comment nous allons obtenir sa sortie du gouvernement. Et ça se passe au dialogue. Je suis donc piégé entre la fourberie des uns et la jalousie des autres. Ils disent donc, Ali Bongo donne la permission en fait de trahir l'alliance objective, puisque quand j'ai accepté le poste de vice-premier ministre sur insistance d'Issou Nzengode, ce n'était pas pour devenir ministre d'État par la suite. Ils ont donc dit, nous allons le redescendre au niveau protocolaire au poste de ministre d'État, et ensuite nous allons prendre son âme fatale dans ce ministère avec lequel il veut faire le nouvel ordre urbanistique, c'est-à-dire une réorganisation du pays au niveau de l'urbanisme et des affaires foncières, et nous allons donner ce poste-là à un petit ministre, ces affaires foncières, à un petit ministre délégué, un certain Mamiaka, qui n'est plus au gouvernement, qui viendra me narguer dans mon bureau de vice-premier ministre, en me disant, écoute, je suis venu t'annoncer que le patron des affaires foncières, c'est maintenant moi. Je réponds directement à Issou Nzengode, tu es émasculé, tu n'as plus la force. On t'a coupé les affaires foncières, avec ça, tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je comprends alors que
le piège préparé par Ali Bongo et ses amis via le Premier ministre va bientôt se mettre en place. Je suis donc nommé je passe de vice-premier ministre à ministre de l'Habitat. Et je comprends à ce moment-là que si j'accepte ce qui est en train de se faire, les Gabonais vont dire « Ah, mais donc Moubamba a fait tout ce bruit, c'est parce qu'il aimait trop l'argent et les postes. Donc après ministre d'État, il va se retrouver ministre délégué, il va accepter. Après ministre délégué, on va lui mettre les suppositoires, pardonnez-moi l'expression, c'est une image, il va même accepter un poste de directeur général et pourquoi pas de militant du PDG. C'est ce qui est arrivé à certains opposants radicaux. À ce moment-là, je conclus par là, j'ai donc choisi de dégainer. Je vous ai dit que nous étions comme deux cow-boys qui s'observaient. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié sur ma célèbre page Facebook une contestation des décisions et du management du Premier ministre, Issou Ngondé, ce qui était une remise en cause de l'autorité du président. Et je connaissais déjà la sanction puisque Ali Bongo nous avait déjà prévenu et m'avait prévenu qu'en cas de manque de solidarité gouvernementale, la direction, c'est la porte. Donc moi, j'ai choisi, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, je vais faire quelque chose qui va me pousser en dehors du gouvernement, mais je n'ai pas le choix. C'est une question de dignité. Vous ne pouvez pas avoir un poste de ministre où on vous a coupé vos moyens d'action, ça veut dire que vous n'êtes rien. Et à partir de ce moment où j'ai publié donc la contestation, où j'ai dit que le vice-premier ministre n'était pas venu au gouvernement, comme un punching ball sur qui tout le monde pouvait taper, et comme si c'était un jeu, à partir de ce moment-là, et ça c'est un scoop que je vous donne, le Premier ministre de l'époque va aller voir Ali Bongo avec 7 ministres d'État. Oubele Oubeya, Mapangou, Billy Bizet, ils sont tous allés faire le siège d'Ali Bongo. Et ils lui ont dit, si Moubamba ne quitte pas le gouvernement, Issou Ngondé démissionne. Ils vont rester ensemble au moins 2 heures chez Ali Bongo, qui ne veut pas apparaître comme le briseur de l'alliance objective. Mais au bout d'un moment, il dit, prenez vos responsabilités, mais ce n'est pas le secrétaire général qui va annoncer cette décision. C'est donc Issou Ngondé qui fait passer une bande-annonce à la télévision. C'est une annonce extraordinaire ce soir pendant que je suis en voyage à Port-Gentil, reçu par le gouverneur. Et donc, c'est vers 22 h ce jour-là, le 6 ou 7 septembre, qu'Issou Ngondé, le Premier ministre défunt, passe à la télévision pour annoncer à tout le pays que l'affreux impoli Moubamba est remplacé par un enfant de Mouabi, Josué Badinga, je crois, qui ne va rester que 2 ou 3 mois au gouvernement. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à m'exclure du gouvernement. Et ce soir-là, ils boiront le champagne avec Madeleine Baird et bien d'autres. Ils ont fait la fête ce soir-là, enfin débarrassés de celui qui les gênait tellement par sa présence au sein du gouvernement. Mais ce fut là une décision d'abord hypocrite d'Ali Bongo. Alors, comment voyez-vous votre avenir politique, M. Bruno Ben Moubamba? Comment est-ce que je vois mon avenir politique? Mais c'est très simple. Le futur est toujours à inventer. Il n'y a pas un seul futur possible. Le futur, les futuribles, ça veut dire les futurs possibles. Pour ma part, moi, j'estime qu'en 10 ans, j'ai déjà fait ce que je pouvais. C'est-à-dire que sans assassiner quelqu'un dans les crimes rituels, sans voler l'État, sans les tuer des gens, j'ai essayé d'écrire mes propres lettres de noblesse au sein de la petite histoire immédiate du Gabon, d'abord comme humanitaire pendant 10 ans, de 1999 à 2008-2009, et ensuite depuis fin 2008-2009, je suis dans le paysage politique sans avoir reçu de l'aide de qui que ce soit. C'est par la force de ma propre volonté, c'est ma conviction qui m'a emmené là où je suis. Je ne suis pas passé d'activiste ou d'opposant à vice-premier ministre en allant me corrompre, en allant vendre mon âme, en allant me prostituer. Je l'ai fait par la force de ma volonté, par ma détermination. Et je peux vous dire, docteur Mouketou, que cette détermination et cette force, je l'ai toujours. Je suis passé par des hauts et des bas.
j'ai vécu toutes les humiliations, les vexations, les critiques, les attaques infondées souvent, parce que je n'ai commis aucun mal, si ce n'est d'avoir appelé, après le 31 août 2016, à reconnaître la victoire du candidat président qui n'avait pas gagné. Mais j'ai posé un acte politique et non moral, et c'était ma décision, comme je le dis. Ce que je fais, c'est que je suis un logiciel intérieur. J'ai toujours dit que je suis en philosophe, pour le gouvernement de la Providence. Je suis pour l'État-providence. Donc, moi, je suis conduit par la Providence. Mon objectif n'est pas, je ne suis pas obsédé par la fonction de président de la République. Si la Providence veut qu'un jour je devienne le président, j'accepterai avec joie cette fonction. Mais je ne suis pas un obsédé du pouvoir. Ce que je vois, c'est une grande vision pour le Gabon. J'ai un nouveau rêve gabonais, celui qu'avaient nos arrière-grands-pères, les Nyonda Makita, les Mavoroulou, les Wongo, ceux qui avaient de la dignité, pas les indigènes qui nous ont dirigés et qui ont fait de nous des complexés. Nos grands-parents, les hommes des forêts, ceux qui ont dit non à Njolé et Man, à Mwabi, Mavoroulou, Mbombe, à Mouila et bien d'autres. Pas les rois Makoko, pas les rois Rapochombo qui ont cédé comme des indigènes devant les premières perles, les premiers miroirs. Ils ont vendu la terre. Eh bien, moi, je peux vous dire, au risque de céder à l'orgueil, c'est que je suis l'anti-Makoko, je suis l'anti-Rapochombo. Je n'ai pas cédé la terre alors que je la dirigeais. Je n'ai pas. Ça, c'est selon vous. Mais c'est vrai, je n'ai pas cédé la terre en tant que ministre de donc, ça, l'Habitat et des Affaires foncières. On va essayer. Donc, mon avenir est de toujours suivre le programme qui m'anime depuis le début, celui de favoriser l'émergence si je comprends ce que vous êtes en train de dire, vous avez toujours des ambitions politiques. Hein. Absolument. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Bruno Ben Mwamba, quel est votre regard sur la résistance à l'ordre établi au Gabon menée par son Excellence, Monsieur Jean Ping? Bon, concernant… et je voudrais préciser, si vous me permettez, qu'en 2016, vous avez refusé de soutenir le président Jean Ping. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport au vainqueur de l'élection présidentielle de 2016? Je vais parler de M. Jean Ping. Et si vous me permettez, M. Bruno Ben Mwamba, M. Jean Ping n'est-il pas, comment dirais-je, le meilleur président de transition possible au Gabon, ou des générations futures, ou si vous voulez donc des générations de demain? Premièrement, la résistance autour de Jean Ping est la preuve que Jean Ping, à la suite de Mbar Bessol en 1993, qui a gagné mais qui n'est pas dirigé, à la suite de Pierre Mamboundou, qui a gagné mais qui n'a pas dirigé, à la suite de Mba Obam, qui a gagné mais qui n'a pas dirigé, on a eu Jean Ping qui a gagné et qui n'a pas dirigé. Maintenant, la différence, laissez-moi sur la résistance maintenant, mais la grande différence avec Jean Ping, c'est que il a organisé une résistance autour de ce blocage de sa victoire. Et pour cela, il a déjà écrit l'histoire du Gabon. Il l'a déjà gagné sur un plan ontologique, c'est-à-dire un plan mystique, un plan spirituel, un plan historique. Il a déjà fait quelque chose sans précédent. C'est-à-dire, jusqu'à lui, les gens se faisaient voler les élections, mais il laissait. Une fois que la Cour constitutionnelle avait parlé, que la communauté internationale avait reconnu un bongo, on laissait tomber. Donc, cette résistance, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, est un fait sans précédent. Il est historique et il favorise l'émergence d'une nouvelle conscience en République gabonaise et même africaine. Je pense qu'elle a même inspiré au Cameroun, comme avec le président Kamto, et elle inspirera d'autres cas. Et ça, il faut le reconnaître parce que moi, je suis un homme objectif. Maintenant, vous avez deuxièmement dit que je n'avais pas reconnu… je voudrais, après ce regard, je vous disais que… Et vous avez deux autres aspects dans votre question. Oui, je vous disais qu'en 2016, vous avez refusé de soutenir le président Jean Ping
quelle est votre position aujourd'hui par rapport au vainqueur de l'élection présidentielle de 2016? Bon, moi, j'ai refusé de soutenir Jean Ping. Après l'avoir rencontré à Paris, j'ai parlé avec lui, on a échangé, je lui ai posé des questions et de ce qu'il m'a répondu ou proposé, cela ne m'a pas satisfait et c'est ma liberté. Je ne suis pas un béni oui-oui, je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui ne doit rien à personne. Je ne dois rien à personne, donc je ne suis pas obligé de suivre les gens, surtout que je ne leur suis pas Vous avez redevable. déjà le projet d'Alliance Objective. Peu importe mes projets, mais moi, je ne suis pas redevable à Jean Ping de quoi que ce soit. Jean Ping ne m'a jamais aidé en quoi que ce soit, donné d'argent ou proposé quelque chose de satisfaisant. Les Gabonais l'ont élu. Moi, je me suis voté moi-même. J'ai le droit d'avoir d'autres opinions que de soutenir Jean Ping parce que je ne suis pas redevable ni à Jean Ping, ni à X, ni à Y. Je suis moi-même. Donc, comprenez que quand on est redevable de rien à personne, on n'est pas obligé de faire ce qu'il vous demande de faire. Voilà, finalement, quelle est votre position aujourd'hui par rapport à M. Jean-Pierre, vainqueur de l'élection présidentielle de 2016? Ma position aujourd'hui, d'abord, premièrement, vous aurez remarqué que le président élu, qui est Jean Ping, n'est pas devenu le président en exercice, parce que c'est la prestation de serment qui fait de vous un président. Ce n'est pas la victoire dans les urnes. Hein. Si la victoire dans les urnes suffisait pour être président, plein de gens auraient été présidents et ne l'ont pas été. C'est la Constitution. C'est pour ça qu'il faut toujours empêcher les gens de prêter serment, ceux qui ont volé les élections. Si vous n'êtes pas en capacité d'empêcher qu'ils prêtent serment, ce n'est même pas la peine. Ceci dit, la position aujourd'hui, moi j'ai proposé à Jean Ping. J'ai dit Jean Ping doit prêter serment. Il doit établir le rapport de force avec le pouvoir, un pouvoir fragile. Mais cela demanderait un esprit sacrificiel. Mais si Jean Ping prête serment, il oblige la communauté internationale à se positionner et à revenir sur le débat de 2016. C'est le moment. Ça fait 1 an que je dis à Jean Ping de prêter serment. Et Jean Ping n'a pas prêté serment. Moi, je ne peux pas l'obliger. C'est sa victoire. Moi, j'étais candidat hein, comme lui. Je n'étais pas derrière lui. J'étais candidat, j'ai financé ma campagne, j'ai fait ce que j'ai pu au nom des nouvelles générations. Je n'ai gêné personne, mais c'est à Jean Ping de prêter serment. S'il décide de prêter serment et de faire appel à des gens comme moi et bien d'autres, mais au nom de la raison d'État, pas au nom de considérations émotionnelles, Moubamba est fou, ou Moubamba est méchant, ou il est ceci, il est cela, ça, c'est pas la politique, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle ça chez les Bapounou, ma tribu du Gabon, ça s'appelle le Boukadji, l'infantilisme. Ça, c'est l'infantilisme, c'est pas la politique. Maintenant, ma position est simple. Aujourd'hui, si Jean Ping prête serment, je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Mais s'il ne prête pas serment, je n'ai aucune raison de le soutenir. Pourquoi? Il faut qu'il établisse le rapport de force et tous ceux qui veulent se battre comme moi, nous le soutiendrons. Il faut qu'il nous envoie des signaux et nous respecte. Et je conclue en disant, si on ne respecte pas Moubamba, c'est un petit gamin qui viendra vous diriger demain, vous les plus anciens. Alors, un petit gamin de 28 ans. Hein. D'accord. Je ne pense pas, peut-être, vous êtes en train de jouer un jeu, peut-être par rapport à ce gamin de 28 ans. Hein. L'histoire nous le dira, l'avenir. Hein. Non, mais ça s'appelle la politique de la suspicion. C'est ça qui a détruit le débat. Allez, c'est une façon de. Et vous le savez pourquoi, vous savez pourquoi finalement il y a des gens qui n'ont pas eu mon soutien au Gabon, parce que dès le départ ils étaient dans la suspicion permanente. Qu'est-ce qui vous fait dire avant de revenir sur cette réaction, je vous ai posé une dernière question sur M. Jean Ping. Je vous disais que… Le meilleur président de la transition, c'est ça? Oui, je vous dis, voilà, justement, n'est-il pas le meilleur président de transition possible au Gabon ou Docteur Moukétou, ou bien des dirigeants de demain, si vous voulez? Il est le président élu en 2016. Il se trouve qu'il n'a pas prêté serment. Il n'a pas prêté serment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un président légal. Or, le président légal a disparu. Banco. Mais qu'est-ce que le président Jean Ping attend pour prêter serment?
s'il prête serment, il créera un rapport de force tel au sein du pays qu'il pourrait devenir le meilleur président possible de la transition. Encore faut-il qu'il évolue lui-même, parce que le président Ping a écarté des gens comme nous pour favoriser des gens qui vont le trahir par la suite. Je ne veux pas citer des noms pour ne pas leur donner de l'importance. Mais il y a des gens qui étaient à la droite de Jean Ping pendant l'élection de 2016, à qui il a fait du bien, à qui il faisait toute confiance. Ces gens-là l'ont trahi. Mais des gens comme moi, qui lui avons toujours tenu un discours de vérité, qui avons un sens politique objectif, au nom des alliances objectives, justement, qui pouvaient avoir lieu avec Jean Ping aussi, eh bien, ceux-là, nous n'avons pas été pris de sérieux. Vous avez même demandé de le faire arrêter. C'était quoi? Vous me posez souvent cette question parce qu'elle est totalement insensée. Donc, c'est une façon de vous permettre de vous expliquer. Non, c'est une façon de vous expliquer que dans la posture, je vous rappelle qu'on est sur l'alliance objective et non sur Jean Ping, la posture de Jean Ping veut qu'il est inarrêtable. Soyez sérieux, arrêtez de poser ce genre de questions. Non seulement il est le président de la Commission de l'Union africaine, il a dirigé l'Assemblée des Nations Unies, il a même des enfants avec la sœur d'Ali Bongo. Et comment voulez-vous qu'on arrête l'oncle des neveux d'Ali Bongo? Soyez un peu sérieux. Donc, quand on pose des questions qui sont en fait des questions philosophiques, il faut savoir les lire à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que ça signifie? Jean Ping est en résidence surveillée chez lui, mais il y en a beaucoup qui l'ont supporté. Excusez-moi d'appeler un chat, ils sont en prison. Hein? Bertrand Zibi et bien d'autres. Eux, ils sont en prison. Donc, quand on dit arrêtez-le, il faut savoir lire le philosophe aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y en a qui ont été arrêtés. Ils sont en prison. Mais Jean Ping, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est chez lui. Il est chez lui. Il est en semi-résidence surveillée parce qu'il sort, il ne peut pas quitter le Gabon, mais il est chez lui. Bien. Merci, M. Bruno Ben-Moubamba, pour toutes ces réponses. Alors, je voudrais vous demander, avant de vous demander de présenter votre mot de la fin, est-ce que vous avez oublié quelque chose par rapport à cette alliance objective entre M. Ali Bongo et vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore développer en 2 minutes? Ensuite, vous allez enchaîner avec votre mot de la fin, M. Bruno Ben-Moubamba. Ou bien M. Imhotep Vladimir Ben-Moubamba. Voilà. Ben-Moubamba. Et ce n'est pas rien de m'appeler ainsi parce que c'est une nouvelle formule qui est prononcée dans les mystères. C'est pour éviter ce que vous avez dit, les attaques mystiques. Non, je suis un philosophe néoplatonicien, je connais la puissance des mystères et des formules mathématiques. Là, le nom est une formule mathématique. Et chaque lettre représente un chiffre. Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Non, ce que je voudrais raconter pour finir, c'est la fois, après avoir été trahi par Ali Bongo, je suis sorti du gouvernement, on était en septembre 2017, mais en novembre, je crois le 20 novembre 2017, Ali Bongo m'a fait appeler avec son directeur de cabinet, Brice Lacouche Alianga. Alors que j'allais prendre un vol pour Bruxelles et m'adresser à un forum international au sein de l'Union européenne. Peut-être que le président craignait, c'est le président légal, craignait mon voyage. Il m'a fait appeler et il m'a demandé, mais comment tu as encore fait la grève de la faim? Là, on ne veut pas te perdre. Bon, vous voyez où on en est, hein, il faut arrêter avec ça. Et moi, je lui ai répondu, Monsieur le Président, contrairement à ce que pensent les Gabonais, la grève de la faim, pour moi, est un exercice spirituel qui fait que, comme un serpent verdoyant, puisque Moubamba, en langue pounou au sud du Gabon, ça veut dire le serpent verdoyant qui conduit vers le matin clair, c'est-à-dire vers le soleil. Et c'est la même racine que Obamba, les Bamba ou Bambara. C'est ça que ça veut dire. Le serpent, lorsqu'il se prive, il rajeunit lorsqu'il sort de sa tanière et il se débarrasse de sa vieille peau
il devient encore plus frais. C'est ce que j'ai répondu à Ali Bongo. Manière de lui dire que vous avez voulu me tuer, mais vous n'y arriverez jamais. C'était un langage codé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le Ali Bongo que j'ai découvert le 20 novembre 2017, avant de prendre mon vol dans la soirée pour Bruxelles, était déjà un homme abattu. Il était déjà quasiment mourant. Et je l'ai vu quasiment sous la surveillance de Brice. C'est Brice Lacruche Alianga, en réalité Farjon, qui le contrôlait. Parler de surveillance, c'est un mot, c'est un peu fort ça. Il était déjà sous contrôle, puisqu'au dialogue, ils avaient changé la constitution. On est devenu un régime présidentiel. Le Premier ministre ne sert plus à rien. Il m'a dit, nous, on va faire de ce pays quelque chose de tel que ceux qui ne seront pas avec nous, ils sont finis. Ils ne pourront jamais s'en sortir parce qu'on a l'argent et on a un pouvoir présidentiel. Et donc, moi, je regardais Alianga en lui disant, parle toujours, mais tu n'y arriveras pas. Et il n'y est pas arrivé. Et donc, ce qui va me frapper, c'est que… sa femme, la femme de Sylvia Bongo, finalement, elle n'avait plus de rôle à jouer auprès de son époux. Vous savez que la première dame, Sylvia Bongo, a toujours vécu à Londres, hein, plus à Londres qu'à Libreville. Elle venait épisodiquement. Mais celui qui avait le contrôle du président, c'est Brice Farjon, son ancien directeur de cabinet, et qui avait un objectif très clair à atteindre, je ne sais pas lequel, mais il était extrêmement sûr de lui. C'était donc le 20 novembre 2017, je me suis envolé pour Bruxelles, j'ai fait mon discours, mais moi, j'étais déjà condamné par les groupes du pouvoir à la mort, à être exécuté, à avoir la vie détruite. Et j'ai traversé donc l'année 2018 au Gabon dans un enfer difficile à décrire, mais je ne suis pas ici pour me raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Brice Farjon et ses amis du pouvoir, le Mogabo, la GEV et tous les autres avaient décidé non seulement d'abattre Ali Bongo, je pèse mes mots, mais ils avaient aussi décidé d'abattre Ben Moubamba. Quand vous dites ses amis, c'est-à-dire… Mais vous savez que Brice Farjon avait un groupe qui s'appelait donc les Jeunes Volontaires. Il était aussi opposé à ce qu'on appelle le mouvement des amis d'Ali Bongo, le Mogabo. Vous avez quelques noms? Il y avait là-dedans les Ali Akbar Onanga, il y avait les Ogandanga, actuel ministre de l'économie, il y avait Billy Bizet, actuel ministre de l'énergie, ancien ministre des Affaires étrangères. La liste était longue et tous étaient d'accord sur un fait, la présence de Moubamba gênait énormément leur plan. Et in fine, et c'est là où Ali Bongo a été vraiment naïf, pour une panthère, c'est prudent, c'est imprudent, il ne savait pas lorsque je disais quand que… Vous dites, pardonnez-moi, je vous écoute attentivement, quand vous dites pour une panthère, vous êtes sûr que c'était… Ali Bongo avait été… Ali Bongo, il y a un ordre au Gabon qui s'appelle l'ordre de la panthère noire, un ordre militaro… Vous s'est transformé en panthère quand vous étiez au Conseil des ministres, non? Je ne vous ai jamais dit ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est moi qui vous pose la question. Puisque vous dites que c'est une panthère, ça veut dire que quand il était… Non, la panthère, c'est un trait de… Non, c'est ministre, vous étiez dehors, vous étiez en mission. Non, c'est un trait de personnalité. C'est un trait de personnalité. Ce sont les blasons de la République gabonaise. Il y a deux panthères. C'est-à-dire que c'est une personnalité extrêmement cruelle, méchante, dynamique. Ah, d'accord. Donc, c'est par rapport à ses réactions cruelles. C'est pourquoi on l'appelle… Non, il a une personnalité très feline, quoi. Il y a des gens qui ont des personnalités reptiliennes, comme moi, par exemple. D'autres ont des personnalités Monsieur Ben Moubamba, Monsieur Imhotep Vladimir Bruno Ben Moubamba, Ben Moubamba plutôt, voilà. Vous avez trois prénoms, donc Monsieur Imhotep Vladimir Bruno Ben Moubamba, c'est ça. Oui, alors, et ça, c'est un jour comme ça sur mes papiers officiels. C'est ça, voilà. Quand vous parlez de M. Ali Bongo, ça m'intéresse un peu comme étant une panthère. Ça attire. Mais vous reconnaissez entre panthères, vous les panthères de Mouila, vous connaissez. Non, moi je ne suis pas une panthère, je suis un être humain. Écoutez,
les panthères ou les léopards, c'est un ordre militaire dans l'Afrique bantoue. Vous avez vu comment Mobutu Sese Seko se définissait comme un léopard avec sa toque sur la tête. C'est un trait d'esprit de gens qui, quand ils sont au pouvoir, ils exercent de manière brutale. La panthère, elle tue, elle boit le sang, elle a une certaine sexualité particulière. C'est un ordre militaire qu'on a appelé chez les Bapounou, les gens du Sud, les Ikongu, et chez les Fans, on pouvait les appeler aussi les Ekans, même si parfois les gens pensent que quand on dit Ekans, on attaque les Fans, pas du tout. Ekans, c'est une philosophie militaro-félino-politique, tout comme les Ikongu, les griffes du léopard, de la panthère, c'était des hommes léopards, c'est connu dans toute l'Afrique. Justement, ok, très bien. Alors, revenons un peu sur M. Farjeon. Finalement, qu'est-ce qui a permis qu'il rate son coup, si vous me permettez? Comment a-t-il fait pour rater son coup? Mais je ne vois pas à quel moment je vous ai parlé du coup de Brice Farjeon. On dit qu'il préparait un coup d'État. C'est moi qui pose la question, puisque vous avez dit il contrôlait M. Ali Bongo. Il le contrôlait totalement. Et en tout cas, il avait un agenda. Il avait un agenda, c'est clair. Voilà. Et cet agenda-là incluait que jamais Ali Bongo ne rencontre Moubamba. Parce que Moubamba connaissait un certain nombre de choses qui pouvaient donner comme information à Ali Bongo. Donc, une fois d'ailleurs que Ali Bongo disait « je veux rencontrer Moubamba », il bloquait les audiences possibles. Et je pense qu'il agissait de concert avec Sylvia Bongo, la première dame, puisque tout le monde sait qu'il est devenu directeur de cabinet par l'entremise de la première dame Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo. Je pense qu'il y avait une alliance non objective entre eux qui consistait à dire on met Brice Lacruche Alianga dit Farjeon ou Brice Farjeon dit Lacruche Alianga, on le met au cabinet du président, il contrôle tout et après il favorise l'arrivée de Noureddine. Il se trouve que, et cela répond à une de vos questions, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le coup a raté? C'est peut-être à cela que vous faites allusion. Il se trouve que Noureddine Bongo Ondimba découvre que celui qui est chargé de l'emmener vers le pouvoir alors que son père putatif est affaibli, roule pour lui-même à travers la Gève, fait des rassemblements monstrueux, le bleu partout, il veut même démanteler le PDG. Il est très rapide, il va très vite, et le sommet de cela, c'est sa remontada, comme on dit dans le nord du Gabon, dans le Wellington, où il rassemble des milliers et des milliers de gens. Il reçoit même des symboles sacrés des Fans, tels qu'un tableau avec la cloche. Je vous ai parlé de la cloche tout à l'heure, le Bantou mis sous cloche. Il reçoit un tableau avec cette cloche d'ailleurs. Il est invité même à participer au VET. C'est fort, c'est puissant. Et donc, à partir de ce moment, je crois que Noureddine et sa mère ouvrent les yeux sur les intentions réelles de Brice Farjeon, qui officiellement d'abord devait servir le président, ensuite favoriser l'émergence politique de Noureddine Bongo, et au contraire était en train d'étendre sa toile dans tout le pays et même à l'international. Il devenait extrêmement puissant, y compris au sein de la diaspora gabonaise. Et là, je pense qu'il a été… Peut-être pas au sein de la diaspora gabonaise. Il avait infiltré quelques ce qu'on appelle les opposants croque-morts. Bon, en tout cas, il avait son carnet d'adresses. Et d'ailleurs, c'est en 2019 qu'il m'a mené une guerre personnelle en France, avant que je ne quitte la France. Donc, il avait un agenda très précis dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais il se trouve qu'il a commis des erreurs. Il a été désactivé au moment sans doute où il s'apprêtait. Quelles sont les erreurs qu'il a commises? Je pense que Brice Farjeon, l'homme de confiance de l'époque, après mon départ du gouvernement, l'homme de confiance d'Ali Bongo, c'était là la vraie alliance entre Ali Bongo et quelqu'un, c'était avec Brice Farjeon. Son erreur, c'est, je pense, c'est d'avoir surestimé sa couleur. Le fait d'être blanc, il a joué, je vous ai parlé de la culture indigène des Gabonais, des Bantous du Gabon.
ils ont renoncé au courage de leur grand-père. Est-ce qu'il n'avait pas l'intention de placer quelqu'un d'autre? Il a surestimé sa couleur, il a pensé qu'être blanc, être français, ça lui donnait tous les droits dans un pays finalement qui n'a jamais voulu de l'indépendance depuis Léon Mba. Il a compris que les Gabonais seraient prêts à se vendre pour rien du tout. Et là, il n'a pas compris que les choses avaient évolué dans notre pays et que ça ne passerait pas comme ça. Maintenant, est-ce qu'il a voulu imposer Tony Ndomba de Bitam et son oncle Owono, qu'il a fait nommer au ministère de l'économie? Mais disons qu'il se comportait déjà comme un chef d'État. C'est son erreur fondamentale, alors même que l'affaire Ali Bongo n'était pas soldée, alors même qu'il était au cœur de la stratégie de la première dame, j'ai nommé Sylvia Bongo. Il a surestimé sa couleur et il s'est comporté comme un chef d'État et il a entraîné aussi des gens dans sa chute, puisque un système ressemble à une pieuvre, docteur Mouketou. Quand vous coupez une tentacule, sachez qu'il y en a encore 8 autres. Ce n'est pas parce qu'on coupe une tentacule d'un système qu'on a réglé le problème. Et c'est ainsi que je veux dire que ce n'est pas parce qu'on va couper la tête d'Ali Bongo qu'on sera débarrassé du système, le système qui tient le Gabon en otage. Puisque Ali Bongo a été désactivé et que ce système est toujours là, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan socio-culturel, sur le plan des partis politiques, des églises, le système est toujours là. Voilà pourquoi on a même, y compris dans les églises, des gens aujourd'hui qui, au lieu de prôner la libération du pays, comme les hommes de Dieu en République démocratique du Congo, tout ce qui leur importe, c'est qu'on ouvre leurs églises. Mais j'aurai l'occasion de faire un audio sur ce sujet dans les prochains jours. On ne peut pas ne pas voir là un système qui pourrit, pardonnez-moi l'expression, le Gabon. Au lieu d'aller vers la libération nationale, chacun est dans la logique des clans, la défense de ses intérêts personnels, se libérer du Satan qui possède le Gabon, du sosie ou des sorcières sataniques. On dit non, il faut ouvrir les églises. Bien sûr qu'il faut les ouvrir, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on a ici la preuve que le système, la pieuvre, c'est une pieuvre. Comme dans la mafia, il faut, au lieu de chercher à couper les tentacules, il faut viser l'œil unique de la pieuvre. Il faut frapper à la tête. Il faut frapper à l'œil pour tuer la bête. Et ce que je regrette, et ce sera mon mot de la fin, c'est que j'ai le sentiment, docteur Mouketou, que le problème du Gabon est que les différents acteurs qui se battent au Gabon ne le font pas pour détruire et tuer la bête. Ils le font pour détruire les uns et les autres qui les gênent, parce que la priorité, c'est d'abord la défense de leurs intérêts. Si les Maliens avaient d'abord raisonné en ces termes, c'est-à-dire la défense des intérêts, jamais ils n'auraient... Rapidement, votre conclusion, oui. En conclusion, j'appelle donc le peuple gabonais, s'il existe. Moi, je pense qu'il existe une nation bantoue qui est au Gabon, mais pas un peuple gabonais pour le moment. Je voudrais appeler les Gabonais à comprendre que Ali Bongo était, moi je parle au passé, était un démon. Je dis bien un démon, incarné. Il était possédé par l'esprit de la panthère, comme d'autres hommes politiques. Mais que par un effet de la providence, à partir du moment où moi je suis entré dans la tanière, pas du loup mais de la panthère, il s'est passé des choses au sein de cette tanière. J'ai disséminé à mon humble avis un nouveau programme. Si vous avez vu le film Matrix, l'élu, celui qu'on appelle Néo, la fonction de l'élu. Je ne parle pas de l'élu dans les urnes, hein, mais de l'élu ontologique ou de l'élu mathématique ou cybernétique. La fonction de l'élu est de disséminer dans le programme, comment dire ça, des nouveaux codes pour rebooster les choses. Moi, je suis dans mon engagement, que ce soit au sein du gouvernement ou hors du gouvernement, je suis là pour rebooster le programme gabonais. Le
le revivifier, le nettoyer de ces virus pour que l'ordinateur gabonais fonctionne correctement. C'est mon objectif. Je ne suis pas en guerre contre les uns ou contre les autres. Je souhaite donc que les Gabonais comprennent que pour sauver notre pays, il faut qu'on s'unisse, pas de manière émotionnelle, pas de manière sentimentale, mais qu'on comprenne que nous n'avons qu'une seule matrice, nous n'avons qu'un seul utérus, c'est la nation gabonaise, la nation bantou qui est au Gabon. Il faut que nous nous unissions pour arriver à rebooster le logiciel gabonais qui est en panne, qui est bourré de virus, qui est malade. Si nous ne le faisons pas, on va le jeter, on va jeter tout l'ordinateur à la poubelle. Merci de me comprendre. Bien, merci Monsieur Bruno Ben Moubamba d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez présenté donc votre alliance objective entre Monsieur Ali Bongo Ondimba et vous. En tout cas, merci pour toutes ces informations, tous ces détails que vous nous avez donnés et à très bientôt pour la prochaine émission, chères auditrices et auditeurs sur Afrique 2050. Je vous laisse donc avec Monsieur Jacques Auger qui est en studio depuis Washington, disons, depuis les États-Unis.